Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez. Très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce deuxième atelier de la 19e édition du mois de la création reprise d'entreprise, donc 2022, organisé donc par Initiative Somme France Active Picardie et notre partenaire, la Chambre de commerce Amiens-Picardie. Cet événement donc a pu se mettre en œuvre grâce au financement de partenaires Crédit Agricole, Caisse d'épargne et l'Ordre des experts comptables, et avec le soutien des territoires de ce département, les comités de communes et d'agglomération et de la mutuelle AESIO. Donc, bienvenue à cet atelier donc, sur la thématique de la micro-entreprise. Donc, le micro-entrepreneur, la micro-entreprise, est s'adapter à mon projet. Donc, je suis Dominique Pilon, donc chargée de mission chez Initiative Somme France Active Picardie, et je vais vous exposer cet atelier. Donc, je vais essayer d'être claire, c'est assez dense. En tout cas, merci aux participants, merci à ceux qui nous rejoignent à ce deuxième atelier. Et donc, je vous invite à garder vos questions ou à les écrire au fur et à mesure. Et ma collègue Elodie donc, me transmettra les questions à la fin de l'atelier et je répondrai donc à ces questions. Alors, donc, je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez avoir le contenu de cet atelier. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que vous le voyez. Alors, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est exactement la même chose. Donc, le régime social et fiscal ultra simplifié de la micro-entreprise a été créé en 2009. Donc, dans un souci de simplification des démarches administratives, de démarches de déclaration, et donc dans l'objectif de pouvoir légaliser de petites activités, c'est des activités avec de faibles volumes de chiffre d'affaires. Donc je vais donc vous présenter comment fonctionne ce régime et quelles sont ses incidences sociales et fiscales et quelles sont les obligations que vous aurez donc à remplir pour pouvoir mettre en œuvre ce régime. Alors, devenir micro-entrepreneur, c'est bien créer une entreprise. Donc, on devient bien chef d'entreprise. C'est-à-dire que parfois, j'entends, je ne veux pas être en société, je ne veux pas être entrepreneur, je veux être en micro. C'est exactement la même chose dans le quotidien. C'est-à-dire, vous vendez bien quelque chose, un produit ou un service à des clients. Donc, vous devenez bien indépendant. C'est-à-dire, pour travailler dans la vie active, vous n'avez que deux solutions. Soit d'être salarié, ce que vous avez peut-être tous déjà vécu, sauf s'il y a des étudiants parmi nous, mais enfin, quand on est salarié, tout est contractualisé. On a un contrat de travail, une rémunération donc en fonction de la mission qui est confiée, enfin qui est définie, une convention collective et donc une fiche de paie. Et quand on reçoit son salaire, c'est le salaire net, puisque les charges sociales ont déjà été payées par l'employeur et depuis 2019, l'impôt, si vous êtes imposable, est prélevé à la source. Donc, votre rémunération est définie et quand vous recevez votre salaire, vous en faites ce que vous voulez. Il est perçu à date régulière si l'employeur respecte et est sérieux dans ses versements de la paye. Quand on est indépendant, chef d'entreprise, les choses vont changer. Donc, vous allez devenir votre propre patron. Donc, vous allez être dans une relation commerciale constante. Il va falloir donc trouver des clients et vous allez devoir apprendre à gérer cette petite entreprise ou plus grosse, peu importe. Donc, il y aura peut-être des devis à rédiger, des factures. Enfin, en tout cas, donc, il y a bien une activité qui se met en œuvre, que vous vendez, un produit ou un service. Et de ce fait, votre rémunération va être liée à votre capacité à générer du volume d'activité. S'il n'y a pas de client, pas de rémunération, puisque s'il n'y a pas de client, vous n'avez pas, vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de retour de l'achat de vos services ou de vos produits par les clients, et de ce fait, s'il n'y a pas de vente, et bien derrière, il n'y a pas de rémunération. Alors, on peut être soit l'un, soit l'autre, on peut être les deux. Le régime micro-entrepreneur avait été pensé à l'origine sur du complément de revenus, c'est-à-dire un salarié qui avait besoin de légaliser une activité secondaire ou parallèle, un retraité qui avait un revenu complémentaire,
Donc, on peut être les deux avec quelques précautions à respecter. On peut aussi avoir été simultanément salarié, entrepreneur, salarié, entrepreneur. Donc, la troisième solution n'existe pas, hein, c'est le travail au noir et c'est illégal. Hein. Donc, ça a été aussi une façon par la micro-entreprise de pouvoir justement donc officialiser des activités secondaires. Mais on peut également les vivre à plein temps. Alors, il y a quand même toujours des questions à se poser avant de créer, d'où l'intérêt d'où le fait que je vous invite à suivre ces webinaires, donc ces 9 webinaires que nous proposons dans le cadre du mois, puisque quel que soit donc le projet, même s'il va se vivre sous le régime de la micro-entreprise, il y a quand même toujours des questions et des choses à valider avant de s'installer. Donc, sur les aspects métiers, je ne vais pas rentrer sur la démarche, on en a parlé ce matin, mais en tout cas, je veux simplement accentuer sur quelques idées reçues. C'est-à-dire qu'un micro-entrepreneur qui s'installe doit respecter les règles de l'activité. Hein, j'entends parfois, je suis en micro, je n'ai pas besoin d'être qualifié. C'est totalement faux. Le fait de devenir micro-entrepreneur engendre le fait de créer une entreprise et vous devez respecter les règles, les autorisations, la qualification exigée par rapport à l'activité que vous pratiquez. Hein, j'ai mis donc en rouge les aspects importants et ça, quel que soit le temps que vous consacrez à l'activité. Hein, donc, c'est important de bien la définir et de respecter la réglementation liée à l'activité que vous souhaitez mettre en place. Il va être également important de lister les besoins qui sont nécessaires à sa mise en œuvre parce qu'on va avoir besoin, ça va être un des critères de choix du fonctionnement, les besoins nécessaires à l'activité ainsi que les charges que vous devez donc payer pour pouvoir donner vie à ce projet. Ensuite, sur les aspects commerciaux, c'est pareil, la clientèle est importante à cibler, particuliers, professionnels, ils ne se comportent pas de la même manière. Tout à l'heure, on va aborder les aspects TVA. Hein, donc, le fait de ne pas collecter la TVA jusqu'à un certain seuil peut être parfois, donc aura des incidences hein, sur la pratique de l'activité. Ensuite, quel prix pratiquer? On entend trop souvent, nous, techniciens, conseillers, des micro-entrepreneurs nous exprimer qu'ils vont être moins chers que les autres parce qu'ils sont en micro-entreprise. Alors attention, ça c'est une grave erreur. Il faut se fixer ces tarifications par rapport au prix du marché et non pas parce qu'on est en micro ou dans un autre fonctionnement. Donc attention, vos prix doivent être vraiment réfléchis. Hein. J'entends parfois, je n'encaisse pas la TVA, donc je peux être 20% moins cher. Attention, ça c'est aussi une erreur de positionnement. On en reparlera aussi sur les aspects fiscaux. En tout cas, je vous invite vraiment à réfléchir, comme tout projet, hein, quel qu'il soit, à se poser les mêmes questions que dans n'importe quel projet. Et donc, n'hésitez pas à suivre l'atelier du 9 novembre sur l'aspect études de marché pour avoir un positionnement commercial cohérent par rapport au projet que vous envisagez de mettre en œuvre. Alors, je vous rappelle le site de bpifrance-création.fr que vous pouvez noter puisque c'est un site qui est vraiment très riche d'informations et dans lequel vous allez retrouver vraiment tout ce que je vous exprime aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus détaillée. Donc, n'hésitez pas, hein, donc, parallèlement à l'écoute de cet atelier, de vous rapprocher de BPI France-Création dans leur rubrique encyclopédie. Vous avez toute une thématique autour du régime micro-entrepreneur, donc auto-entrepreneur. Je rappelle que c'est exactement la même chose. Alors, je vous resitue là simplement, donc globalement, où se situe donc l'entreprise individuelle sous ce régime de la micro-entreprise au regard du paysage de l'ensemble des formes juridiques. Donc, deux familles de formes juridiques, les entrepreneurs individuels, qui sont donc au nom d'une personne physique en nom propre, et les sociétés dites personnes morales, donc je crée bien un emballage, une forme autre que moi-même. Donc, l'entreprise individuelle présente deux possibilités. La possibilité de partir sur ce régime ultra simplifié qu'est la micro-entreprise ou de partir sur l'individuel que j'ai nommé classique, puisque elle existe bel et bien toujours. Donc, la grosse différence entre les deux, c'est que dans notre régime micro-entrepreneur, on va voir que les calculs vont se faire toujours à partir du chiffre d'affaires, donc de l'argent encaissé, alors que dans l'entreprise individuelle classique, les calculs se font sur le revenu puisque l'entrepreneur doit émettre un bilan comptable qui va déterminer le bénéfice qu'il génère.
Donc, deux modes de fonctionnement différents, deux chemins différents, mais qui appartiennent bien tous les deux à la famille des entreprises individuelles. Donc, pour avoir le détail de ces formes, je vous invite donc à suivre les ateliers donc, du 14 novembre et 15 novembre, ateliers 4 et 5, où vous allez retrouver le détail de ces formes juridiques avec leurs incidences sociales et fiscales et dans lesquelles on a intégré donc comment se situe le régime micro-entreprise au sein de ces différentes formes. Donc en tout cas aujourd'hui ce qui nous intéresse, donc je vais vraiment me focaliser sur la micro-entreprise. On est bien d'accord que cette entreprise correspond, la micro-entreprise n'est pas un statut juridique mais un régime social et fiscal. Vous êtes un entrepreneur individuel en nom propre, donc qui va donc créer donc sous le régime ultra simplifié de la micro. Donc vous êtes responsable de tout ce que vous êtes amené à mener dans le cadre de cette entreprise, comme tous les autres chefs d'entreprise. On va voir qu'il a une particularité, ce régime, c'est qu'il est limité en chiffre d'affaires. C'est le seul régime où vous avez des limites à respecter, sinon vous ne pouvez plus être dans ce régime. Dans les autres, je dirais, il n'y a ni de limite supérieure ni inférieure. On va voir que fiscalement, vous allez avoir le choix soit de rester en micro-fiscal, soit d'opter pour le versement libératoire. Donc ça, ce sont des options qui doivent être choisies dès l'immatriculation, dès la déclaration d'entreprise et qui ont des incidences sur le calcul du revenu imposable et de l'impôt que vous devez payer. On verra que votre revenu en tant que chef d'entreprise est calculé à partir du chiffre d'affaires auquel on applique un abattement forfaitaire pour couvrir les charges de fonctionnement de votre activité. Vous serez l'impôt sur le revenu d'un point de vue fiscal. S'il y a un revenu donc, qui est généré, l'impôt sera calculé à partir du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et on verra que socialement, vous êtes en micro-social, c'est-à-dire vous êtes bien affilié à la sécurité sociale des indépendants et que vos charges sociales vont être calculées à partir de nouveau de votre chiffre d'affaires, donc de l'argent qui rentre, de ce que payent vos clients. Voilà donc pour vous situer un petit peu le paysage de la micro-entreprise. Donc on est bien d'accord, donc il y a bien une volonté de nos administrateurs, du politique, de simplifier les choses puisque vous allez voir qu'on vous impose des déclarations très légères d'un point de vue administratif et pour pouvoir donc assumer vos obligations sociales et fiscales. Donc, on est bien dans le cas d'une entreprise en nom propre, donc d'une individuelle. Donc, il y a bien, je dirais qu'il y a confusion entre vous et l'entreprise. Par contre, votre patrimoine, votre résidence principale est protégée. Donc, sur tous ces aspects liés à l'individuel, je vous invite à écouter l'atelier sur les formes juridiques pour bien cadrer ce qu'est une entreprise individuelle. Là, on va vraiment se centrer sur la micro-entreprise. Mais donc, vous êtes bien dans la famille des entreprises individuelles. Socialement, on l'a vu, micro-social, fiscalement, deux options. Soit de rester en micro-fiscal, soit d'opter pour le versement libératoire. Alors, qui peut devenir micro-entrepreneur? Tout le monde, je dirais. Donc, toute personne qui a une envie de mettre en place une activité en toute indépendance pourrait choisir le régime de la micro-entreprise, qu'on soit salarié, du public ou du privé, retraité, étudiant, demandeur d'emploi. Alors attention, il y a quelques précautions pour les salariés si on est en cumul d'activités. Et puis, pour les gens de la fonction publique, il faut demander l'autorisation à votre hiérarchie. On peut pratiquer une activité indépendante en micro-entreprise de façon à titre principal comme en activité complémentaire. Alors attention, il y a certaines activités qui ne peuvent pas être exercées sous ce régime. Alors je vous ai mis renseignez-vous parce qu'il y en a quelques-unes. Je peux en citer certaines. On ne peut pas être agent immobilier, avoir une agence immobilière en micro-entreprise. On ne peut pas pratiquer d'activités libérales réglementées, comme les experts comptables, les avocats, les médecins. On ne peut pas pratiquer, être dans le package complet de la micro-entreprise pour pratiquer certaines activités agricoles. Alors attention, la petite nuance, je pourrais être en micro-fiscal, mais je ne peux pas être micro-entrepreneur et être en micro-social. Donc, vous voyez, attention à ce que l'on vous dit, il y a toujours quelques exceptions, donc c'est toujours mieux de faire le point et d'être accompagné pour valider ces aspects-là. Ne faites pas de raccourcis trop rapides.
Alors, en tout cas, quelques précautions à prendre. Faites très attention, on a une tendance actuellement à une certaine ubérisation de la société. L'année dernière, on a frôlé le million de créations d'entreprises et dans ces 995 000 et quelques créateurs, on en a plus de 60% qui ont choisi d'être en micro-entreprise. Mais ce que l'on constate, nous, en tant que conseillers, c'est que certaines personnes deviennent micro-entrepreneurs, non pas volontairement, mais pour travailler, c'est-à-dire que l'employeur, entre guillemets, leur demande de se mettre en micro-entreprise pour pouvoir donc exercer. Alors là, on est plutôt dans une relation employeur non plus employeur salarié, mais client. Un client est quelque part, entre guillemets, sous-traitant. Donc ça, faites attention. L'URSSAF peut très bien contrôler les activités exercées et il peut y avoir un risque de salariat déguisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous exercez pour quelqu'un dans ses propres locaux, sans que vous ayez la liberté de choisir vos horaires avec son matériel, et donc si vous n'avez qu'un seul client, attention à ce risque de requalification en salariat déguisé. Donc, on sait que malheureusement, ça se pratique, mais en tout cas, ayez bien conscience si vous exercez de cette façon-là, que vous n'êtes plus salarié. On l'entend bien, on n'est plus salarié, on est quelque part un prestataire de service et on est bien une entreprise qui travaille pour une autre entreprise. Donc, ça, faites attention. Et pour ceux qui vont cumuler une activité salariée avec une activité indépendante, et ça c'est dans tous les cas, faites attention d'être bien loyal vis-à-vis de votre employeur, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de lui quelque part, de lui voler ses clients. Donc, attention à la loyauté envers cet employeur, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Donc, sinon, vous risquez un conflit avec cet employeur. Donc, vérifiez bien votre contrat de travail, vérifiez si vous avez le droit d'exercer une activité, donc parallèlement dans le cadre de l'indépendance, pour ne pas avoir de soucis. Alors, le régime de la micro-entreprise, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il y a des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Alors, chiffre d'affaires, pour bien préciser le vocabulaire, c'est l'argent qui rentre, c'est les recettes, c'est les produits, c'est ce que vous vendez. Vous vendez des fleurs, je vous achète 100 € de fleurs, c'est du chiffre d'affaires, d'accord? C'est bien ce que je vends. Donc, c'est bien l'argent qui rentre, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est l'argent qui rentre. Donc, attention, on va parler souvent chiffre d'affaires puisque le régime de la micro-entreprise va fonctionner toujours sur la base du chiffre d'affaires. Alors, attention, les chiffres d'affaires à ne pas dépasser, il faut les raisonner sur de l'année civile. C'est le seul système, la micro-entreprise, qui fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. Donc, et chaque année, on remet le compteur à zéro, je dirais, pour calculer le chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, par année civile, le chiffre d'affaires est limité à 176 200 € pour les activités commerciales, d'achat-revente en l'état, on va les préciser, ou de vente à partir d'objets fabriqués à partir de matières premières ou de denrées alimentaires. Et pour les activités de service, quelles qu'elles soient, un service à caractère commercial, artisanal ou les professions libérales, donc des prestations intellectuelles non réglementées, 72 600 €. On va redétailler tout ça. Donc, faites attention à la proratisation de ce chiffre d'affaires sur l'année. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre. Donc, si vous démarrez le 15 novembre, il ne reste plus que 2 mois et demi de fonctionnement. Donc, pour connaître le chiffre d'affaires à ne pas dépasser, vous devez diviser le seuil, le plafond de chiffre d'affaires annuel par le nombre de jours de l'année et multiplier par le nombre de jours restants à exercer. Sinon, vous risquez de dépasser le plafond de façon involontaire. Donc, faites très attention à cette proratisation du chiffre d'affaires, que ce soit pendant une année en cours, mais de la même manière si vous arrêtez en cours d'année, pour ne pas vous retrouver à exploser les plafonds et à vous voir rattraper de la TVA ou avoir des aspects administratifs qui seraient à mettre en œuvre. Alors, quelle est la définition de ces chiffres d'affaires? Donc, pour les activités de vente, je vous ai dit 176 200 €. Alors, retenez pas à quelques euros près ces plafonds, puisque la loi de finances peut changer les plafonds donc régulièrement. Là, nous n'avions pas bougé depuis 2019,
2021, 22, enfin 2020, 21, 22. À partir de l'année prochaine, est en projet d'augmenter ces plafonds. Hein. Donc, on passerait, alors, mais comme ce n'est pas encore acté, je suis prudente, on passerait à 188 700. Mais pour l'instant, voilà, retenez que c'est quand même des chiffres d'affaires, voilà, autour de 176 000 et un petit peu plus peut-être l'année prochaine. Donc, toutes ces activités qui sont considérées comme des activités de vente, c'est bien donc j'achète du stock et je le revends en l'état. C'est tout ce qui est aussi fabrication de produits à partir de matières premières. Je fabrique des bijoux, je les vends. Je les ai pour autant fabriqués, mais c'est du chiffre d'affaires vente. Je suis ébéniste, je fabrique un meuble que je vends. C'est du chiffre d'affaires vente et pourtant je pratique une activité artisanale. Hein, mais mon chiffre d'affaires est bien le fruit de la vente d'un produit, hein, d'un meuble. Donc faites attention à ces nuances qui peuvent avoir des incidences importantes sur ce que vous allez payer. Tout ce qui est vente de denrées alimentaires, des sandwichs, des crêpes, des glaces, tout ça, c'est également de la vente puisque je ne peux pas scinder dans un sandwich la feuille de salade, la tranche de tomate. Donc tout ça, c'est également de la vente. Alors les prestations d'hébergement, c'est un peu plus complexe. Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'il y a des notions de définition de l'hébergement, de meublé labellisé. Mais donc, il rentre également dans cette famille de chiffres d'affaires. Pour les activités de service, donc vous avez donc également ce plafond, tout ce qui est service, donc prestation de service commercial, je vends du temps, je vends donc quelque part parfois des compétences, tout ce qui est artisanal, donc de la main-d'œuvre, hein, quand j'installe, quand je répare, quand j'entretiens, hein, tout ça c'est de la main-d'œuvre. Les professions libérales non réglementées, quand je vends de la matière grise, hein, du conseil, de la formation, tout ça, on est bien. Donc, ce matin, on avait une réflexologue, elle est dans cette famille. Donc, on est bien donc, dans ce chiffre d'affaires de 72 600. Alors, vous avez pu remarquer, je reviens à la diapo précédente, que j'ai mis des montants entre parenthèses. Alors, les montants entre parenthèses sont les seuils à ne pas dépasser, on en reparlera tout à l'heure, par rapport au fait de collecter ou non la TVA. C'est-à-dire que les micro-entrepreneurs, jusqu'à un certain seuil, on va dire jusqu'aux 85 et quelques hein, pour la vente et jusqu'aux 34 400 et quelques pour le service, ne collectent pas la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client ne la paye pas, enfin et vous allez mettre en place des prix nets, hein, c'est-à-dire vous ne la collectez pas, cette TVA, mais attention, vous n'allez ne pas la récupérer. Donc, voilà, jusqu'à un certain seuil, je suis en franchise de TVA. Je ne la collecte pas, mais je ne la récupère pas. Quand je vais dépasser ces seuils, on verra dans quelles conditions tout à l'heure, je vais être amenée à collecter la TVA, donc à la récupérer. Donc voilà, deux plafonds de chiffre d'affaires qu'il faut connaître. Alors attention, si vous pratiquez une activité mixte, je prends l'exemple de quelqu'un qui pose du carrelage, il pose du carrelage, il vend le carrelage. Et bien donc j'ai bien deux seuils à respecter, le seuil de la vente et le seuil des prestations de services main-d'œuvre. Donc le total de votre chiffre d'affaires ne doit jamais dépasser le seuil de la vente, c'est-à-dire je ne pourrai jamais dépasser 176 200. Et à l'intérieur de ce seuil vente, le seuil lié au service, à la main-d'œuvre, ne doit pas dépasser 72 600. Hein. Donc, ce n'est pas l'un plus l'autre, c'est l'un dans l'autre. Je peux très bien faire que 50 000 euros de service et le reste en vente, mais je ne ferai jamais plus de 72 000 et quelques euros de service. Sinon, je ne pourrai plus être micro-entrepreneur pour exercer l'activité. Alors, le régime social du micro-entrepreneur. Quelles sont vos obligations sociales? Comment vous allez payer votre couverture sociale puisque vous êtes votre propre patron, donc vous devez assumer votre couverture sociale. Alors, petite précision, pour ceux qui ne font que ça, ben, vous allez cotiser, hein, regarde votre activité. Pour ceux qui sont en cumul d'activités, salariés et indépendants ou retraités et indépendants, donc, pour les salariés, vous allez cotiser des deux côtés, ce qui est normal, c'est un revenu complémentaire. Pour les retraités, vous allez également cotiser des deux côtés, mais pour les retraités, il n'y aura pas de nouveaux droits, enfin, il n'y aura pas de droits acquis en matière de retraite. Pour les salariés, vous allez ouvrir des droits dans les deux régimes différents. Donc, c'est normal de cotiser des deux côtés. Hein. Par contre, pour ceux qui restent salariés
ou retraités et pour lesquels cette activité reste principale, vous restez couvert par le régime dans lequel vous êtes actuellement en tant que salarié ou retraité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le régime social, donc des micro-entrepreneurs? Donc, on va parler de micro-social. Alors, je vous invite également à suivre l'atelier numéro 5 sur justement les incidences sociales et fiscales, puisqu'on va détailler ce que génère, enfin, à quoi correspond cette couverture sociale des personnes affiliées à la sécurité sociale des indépendants. Donc, en tout cas, pour les micro-entrepreneurs, c'est l'URSSAF qui est donc le collecteur de vos cotisations sociales. Donc, quand vous allez donc vous installer, vous allez recevoir des nouvelles de l'URSSAF et on va vous inviter à créer un compte sur l'URSSAF. Alors, vous allez retrouver, on va souvent retrouver 3 familles d'activités par rapport aux aspects sociaux et fiscaux. Donc, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc, pour 2022, parce que c'est pareil, ces taux peuvent changer d'une année sur l'autre. C'est la loi de la sécurité sociale qui fixe les taux qui vont être appliqués. Mais ne vous inquiétez pas, ces taux sont enregistrés par l'URSSAF sur le site où vous allez faire vos déclarations. Donc, ils sont déjà indiqués et pré-remplis. Donc, 3 familles de cotisations. Alors, quand vous allez vous déclarer, on va vous demander à quelle fréquence vous voulez payer vos charges sociales. Si c'est par mois ou par trimestre, ça c'est un choix que vous allez faire. Il faudra donc l'indiquer dans votre déclaration. Alors, pour ceux, petite information, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, demandez bien auprès de vérifier bien comment le Pôle emploi vous propose de maintenir votre chômage pour calculer la fréquence de ces déclarations. Ça peut avoir une incidence sur le calcul du complément chômage puisque le Pôle emploi se réfère à vos déclarations URSSAF. Donc, 3 familles donc, de taux. Donc, pour les activités d'achat-revente, la restauration, tout ce qui est vente d'éléments fabriqués, donc les cotisations sociales sont à hauteur de 12,8%. Donc, 12,8% de cotisation au regard du chiffre d'affaires enregistré. Pour les activités de service, qu'elles soient artisanales, commerciales ou libérales, on est à 22%. Cette année, le taux est le même. C'est des choses qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Alors, je vous ai précisé, alors je ne rentrerai pas, comme je vous l'ai dit, dans les activités d'hébergement, elles sont à 6% parce qu'il y a des particularités. Alors, ces cotisations sociales, donc collectées par l'URSSAF, couvrent la maladie, retraite, retraite complémentaire, prestations familiales, CSG, CRDS. Et donc, les taux entre parenthèses que j'ai indiqués correspondent à la formation professionnelle. Tout le monde cotise sur son compte personnel de formation. Et donc, il y a un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires qui va alimenter ce compte personnel de formation. Alors, pensez surtout à vous assurer correctement. Au niveau des postes assurance, c'est important, assurer l'activité, mais aussi pensez à la santé du chef d'entreprise. Cette couverture sociale obligatoire, voilà, ça vous couvre sur toute la base obligatoire, mais pensez à mettre en place un contrat de prévoyance pour tout ce qui est complément d'indemnité journalière. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faudra aborder avec l'assureur. Donc, vous êtes chef d'entreprise, il faut assurer votre activité et penser à assurer le chef d'entreprise. Alors, pour les personnes donc, qui remplissent certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif ACRE. ACRE qui veut dire aide à la création reprise d'entreprise, qui est une exonération partielle de charges sociales. Seulement, donc, elle n'est pas automatique pour les micro-entrepreneurs, contrairement aux autres dispositifs. Donc, vous devez faire une demande spécifique auprès de l'URSSAF au moment où vous vous déclarez et valider le fait que vous êtes éligible à l'ACRE, c'est-à-dire qu'il y a des conditions particulières d'éligibilité à l'ACRE, des critères d'âge, des critères d'inscription au Pôle emploi. Enfin, il y a plusieurs critères d'éligibilité à l'ACRE. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sur BPI France ou sur le site les-aide.fr de la Chambre de commerce Amiens-Picardie, enfin des chambres de commerce nationales. Donc, pour bien vérifier si vous rentrez dans les critères d'éligibilité. Si vous pouvez bénéficier donc de l'ACRE, au lieu de payer 12,8, vous ne paierez que 6,4%. Au lieu de payer 22, ça sera 11, c'est-à-dire qu'on ne paye que la moitié des cotisations obligatoires. Et le fait d'avoir demandé l'ACRE, quand vous ferez vos déclarations, l'URSSAF aura pris en compte cette exonération. Donc, attention,
de bien penser à la solliciter. Vous avez 45 jours pour la demander, cette exonération partielle. Je dirais que pour les micro-entrepreneurs, à part les gens qui restent salariés, les retraités, pour tous les autres, logiquement, si je suis au chômage, si j'ai moins de 26 ans, si je suis en congé parental, si j'habite en quartier donc prioritaire de la ville, il y a tout un tas de critères qui peuvent vous faire bénéficier de l'acte. Donc, il faut bien les vérifier, hein, valider bien si vous êtes éligible ou non. Alors, l'exonération, elle porte sur le trimestre en cours et les 3 suivants. Donc, si je m'installe le 15 novembre, je vais payer la moitié des cotisations jusqu'à septembre l'année prochaine, hein. Si je démarre en janvier, donc toute l'année 2023, je ne paierai que 50%. Alors, au niveau de la retraite, je suis incapable de vous donner des précisions voilà, sur la retraite, puisque je pense que ces choses vont encore changer. Mais en tout cas, donc, le calcul de la retraite sera en fonction de ce que vous avez cotisé et donc généré comme revenu. Mais en tout cas, chez le micro-entrepreneur, donc suivez l'actualité, hein, évidemment, mais pour les micro-entrepreneurs, on va toujours partir d'un chiffre d'affaires réalisé. Donc, d'un point de vue retraite, il faut atteindre un certain montant de chiffre d'affaires qui permettra de calculer le revenu annuel. Et pour l'administration, donc, il y aura un montant de revenu à atteindre pour valider vos 4 trimestres de retraite. Donc, pour les activités, alors ce sont des estimations 2022, hein, parce que c'est toujours ensuite des choses qui bougent, hein, régulièrement. Mais en tout cas, pour les activités de vente, il faut au moins atteindre 20 000 et quelques euros de chiffre d'affaires. Pour les activités de service commerciales, artisanales ou certaines professions libérales affiliées à la société des indépendants, vous voyez, on est entre 9 et 12 000 euros. Et pour les activités libérales non réglementées, on approche les 9 000. Hein. Mais donc, attention, si j'ai une activité mixte, l'administration va prendre en compte les chiffres d'affaires réalisés dans les 2 activités, appliquer l'abattement dont on va parler là très vite sur le côté fiscal, et le revenu généré va permettre de calculer si vous avez bien validé vos 4 trimestres. Alors, pour ceux qui sont en cumul d'activités, vous êtes peu concernés puisque vos trimestres sont déjà validés par votre activité salariée, et pour les retraités, vous êtes déjà retraités si c'est le cas. Ça va pour le social, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires. Hein. En tout cas, comme ce webinaire est enregistré, n'hésitez pas à le réécouter, à le relire, hein, et puis à revenir donc vers les partenaires de l'accompagnement pour poser vos questions et faire du sur-mesure. Donc, sur le social, on a vu, c'est relativement simple. Je déclare mon chiffre d'affaires par mois ou par trimestre sur le site de l'URSSAF que j'ai ouvert, et donc je paye mes cotisations, hein, régulièrement en fonction de ce qui est généré. Donc, si c'est par mois, le mois en cours, je le paye le mois suivant. Si c'est par trimestre, c'est un trimestre civil, janvier, février, mars en avril, avril, mai, juin en juillet, juillet, août, septembre en octobre, octobre, novembre, décembre en janvier. Voilà, donc sur le social, et vous avez bien une couverture sociale, bien évidemment. Alors après, évidemment, on rentrera dans le détail lors des ateliers sur les instances sociales et fiscales, parce qu'ensuite, les prestations dépendent évidemment d'un revenu généré. Hein. Sur certaines prestations, je pense aux indemnités maternité, etc. Alors sur le fiscal, donc là on va parler donc impôts et donc certaines taxes donc générées par le fait de devenir entrepreneur. Donc vous allez devoir choisir entre microfiscal et versement libératoire. Et ça, vous devez vous positionner à la déclaration. Alors, il vous faut tenir une comptabilité allégée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le zéro enregistrement. Il n'y a pas d'obligation de faire un bilan comptable en bonne et due forme. Maintenant, on ne vous empêche pas de le faire, mais il n'est pas imposé. Seul, vous allez enregistrer donc tout ce qui est recettes et dépenses, hein, donc au fur et à mesure, chronologiquement, que les choses se passent. Donc ça, c'est important parce que si vous ne le faites pas, c'est l'administration fiscale qui reconstituera ce qui s'est passé dans votre entreprise. Jusqu'à un certain seuil, donc on en a parlé tout à l'heure, pas de collecte de TVA, mais attention, vous ne la récupérez pas. Hein, donc ça, on va voir que ça peut être pénalisant. Sur vos documents commerciaux,
jusqu'à ce seuil de TVA qui vous permet d'être en franchise de TVA, donc de ne pas la collecter, vous devez toujours indiquer TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Ça, c'est une mention obligatoire, hein, jusqu'au seuil où vous ne collecterez pas la TVA. Alors, la TVA devient à collecter si votre chiffre d'affaires réalisé en vente et en service, hein, donc dépasse les limites intermédiaires. C'est-à-dire que si vous êtes pendant 2 ans au-delà de 85 800 et 34 400 pendant 2 ans, 2 années consécutives, vous allez donc être obligé de collecter la TVA à partir de l'année suivante. Si vous dépassez complètement ces petits seuils de tolérance, hein, ce SAS, je dirais, de tolérance, là, vous allez être obligé de payer la TVA du mois de dépassement, hein. Donc, ce que je vous conseille au niveau de ces aspects fiscaux, c'est de ne pas attendre de subir les dépassements de seuil. Dès que vous allez commencer à flirter avec les 80 000, avec les 30 000 pour les services, rapprochez-vous, hein, de nos collègues des compagnies consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métier et de l'artisanat, pour faire le point sur vos activités et ne pas subir, hein. Il y a également des permanences d'experts comptables, avec l'ordre, donc au niveau de l'outil businessstory.biz, où vous pouvez aussi rencontrer des professionnels. Donc surtout, ne restez pas seul et n'attendez pas de subir les choses. Des changements, ça s'anticipe et ça se prépare, hein. Donc, en tout cas, c'est le fait de ne pas collecter la TVA peut être pénalisant parce que si vous avez des investissements importants pour la création ou des charges élevées, ben parfois, il faut mieux pouvoir récupérer la TVA, hein. Donc, ça, faites attention. C'est dommage parfois de se priver, hein, d'un remboursement de TVA par l'administration fiscale. Donc ça, surtout, profitez de l'atelier 6 et 8, hein, sur les éléments prévisionnels et sur les aspects plan de financement. On va aborder ces aspects-là, comment ça se passe pour calculer ces charges, et puis sur les ressources, parfois, pourquoi pas négocier, hein, quand on a des investissements importants, de se poser la question de quoi faire par rapport à cette dépense de TVA. Alors, je vous ai juste remis un petit schéma par rapport à la franchise de TVA, parce qu'on en paye tous les jours de la TVA, mais on ne se rend pas toujours compte voilà, de ce qui se passe. Donc, le micro-entrepreneur qui est en franchise de TVA, donc il enregistre un chiffre d'affaires vente net, hein, puisque on ne lui a pas demandé, on l'a autorisé à ne pas collecter la TVA. Mais lui, il en a payé auprès de tous ses fournisseurs, sur son téléphone, sur son carburant, sur ses achats de stock, de fournitures. Et donc, cette TVA, eh bien, il ne l'a pas récupérée. Donc, faites attention. Parfois, c'est intéressant de récupérer la TVA parce que pour vous, c'est une opération nulle. Et si cette TVA dépensée est supérieure à celle que vous avez collectée, ben, l'État vous doit de la TVA. Donc, attention, hein, c'est une question à aborder quand vous allez travailler votre projet. Quand vous aurez listé tout ce qu'il vous faut et bien affiné les dépenses et l'activité, ben vous pourrez vous interroger sur l'incidence ou pas d'être à la TVA ou non, hein, en franchise de TVA ou non. Alors, en tout cas, 2 systèmes de calcul de votre revenu. Et donc ça, quand vous allez remplir le document d'immatriculation, hein, ce fameux P0 micro-entrepreneur, où vous allez donc faire vos choix, vous allez devoir choisir soit de rester dans le régime microfiscal, soit d'opter pour le versement libératoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous devenez chef d'entreprise. Il faut bien, donc on est d'accord, tout revenu génère charge sociale et déclaration fiscale, hein, c'est normal. Voilà, il faut participer donc à la vie de notre pays, donc, et socialement se couvrir et permettre aussi à tous d'avoir une couverture sociale correcte. Donc, quelque part, donc, on vous demande de choisir un mode de calcul du revenu qui sera intégré dans votre foyer fiscal. Donc, on va voir qu'il y a 2 solutions pour le micro-entrepreneur. Donc, soit de rester dans le régime micro-fiscal qui est un petit peu le régime de fait, si vous voulez, si vous ne faites pas d'autres choix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être en micro-fiscal? Ça veut dire que le bénéfice fiscal
donc qui va être votre revenu imposable, il va être calculé de façon forfaitaire. C'est-à-dire que l'État va vous demander de déclarer votre chiffre d'affaires dans votre déclaration de revenus. Et à partir de ce chiffre d'affaires réalisé cette fois donc sur l'année, il va donc appliquer un abattement forfaitaire pour frais professionnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il déduit un certain pourcentage que l'État estime suffisant pour couvrir toutes vos charges d'exploitation. Donc, l'État a fait des moyennes par activité. Ils ont estimé qu'un commerçant n'avait pas plus de 71% de dépenses pour pratiquer son activité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils estiment que pour une activité de vente, ou de vente de denrées alimentaires ou de vente d'un produit fini, donc vous n'avez pas dépensé plus de 71% de votre chiffre d'affaires pour faire face à toutes les dépenses de l'activité et que vous avez donc généré un bénéfice de 29% de votre chiffre d'affaires. Pour les activités de service, donc tout ce qui est prestation de service artisanal ou commercial, 50% d'abattement, donc 50% de bénéfices fiscaux réalisés. Donc, je vais vous mettre des exemples juste après. Et pour les activités de matière grise, ils estiment que 34% ont suffi du chiffre d'affaires pour couvrir toutes vos dépenses. Alors, faites attention, dans les 71%, 50 et 34, on a les charges sociales. C'est-à-dire, dans les 71% d'abattement, vous avez dedans les 12 et quelques pourcents de charges sociales que vous avez dû donc assumer. Pour les prestataires de services, dans les 50 et 34, il y a les 22 et quelques pourcents de cotisations sociales obligatoires. Donc, faites attention, de ce fait, il reste parfois plus beaucoup de place pour les autres dépenses. Alors là, vous allez découvrir des sigles comme BIC, BNC. Alors ça, c'est important puisque BIC veut dire bénéfice industriel et commercial, donc c'est pour toutes les activités de vente et de prestation de services artisanales et commerciales, et BNC veut dire bénéfices non commerciaux, et ça correspond aux professions de matière grise, aux prestations intellectuelles, professions libérales ou artistiques. Donc faites attention, c'est important parce que dans le régime micro-entrepreneur, vous avez vu, on a 3 familles de taux de charge sociale, mais on a aussi 3 familles d'abattement pour le calcul du revenu. Donc, si vous pratiquez une activité mixte, il faut ventiler vos chiffres d'affaires. Si j'avais une activité, tout à l'heure je vous ai parlé de l'exemple du carreleur qui vend et qui pose du carrelage, il faudra qu'il fasse ses déclarations dans 2 lignes différentes. Donc, la pose du carrelage dans la ligne prestation de services artisanal, à la fois socialement et fiscalement, et l'activité de vente du carrelage au client, il faut qu'il la mette, qu'il déclare le chiffre d'affaires de la vente du carrelage dans la ligne vente de marchandises. Vous voyez, faites attention, c'est le seul régime où il faut absolument ventiler les activités en fonction de leur nature. Donc, si vous avez des doutes sur la nature de ce que vous vendez, il est important de vous faire accompagner pour éclaircir ces points-là. Donc, on peut parfois avoir qu'une seule activité, mais quand on a des activités, l'activité principale, des accessoires ou des activités mixtes, il faut absolument les prendre en compte. Donc, première façon de calculer donc, le revenu à partir d'une soustraction, à partir du chiffre d'affaires. Donc là, je vous ai synthétisé un petit peu ce régime un peu forfaitaire. Donc, mon rectangle vert, c'est le chiffre d'affaires encaissé, les recettes qui sont plafonnées. Le rectangle bleu marine, c'est toutes les charges liées à l'activité, toutes les dépenses nécessaires à l'activité. Et ça, n'hésitez pas à participer à l'atelier sur les prévisions financières où on va bien détailler ces aspects-là. J'ai indiqué dans les charges sociales, qui peuvent être différentes sur les activités principales exercées. Et le résultat, mon carré rose, donc c'est bien le bénéfice généré qui permet à l'entreprise, donc c'est le bénéfice forfaitaire. La réalité, elle sera peut-être au-dessus ou en dessous, mais en tout cas, pour l'administration fiscale, c'est déterminé de façon arbitraire. Donc les charges, faites attention, les charges, elles sont donc toujours évaluées forfaitairement. Il faut donc bien tenir un livre des recettes et des dépenses. On ne vous impose pas le bilan comptable, mais rien ne vous empêche de le faire. La réalité sera ce qu'elle sera, c'est-à-dire que le résultat réel vous permet de vivre, vous permet de financer le développement de votre entreprise, vous permet de rembourser des emprunts,
Mais pour l'administration fiscale, le résultat sera arbitraire et correspondra à un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est donc si vous restez en micro-social, en micro-fiscal, mais attention, le revenu quand même calculé pour l'entrepreneur va se passer de cette façon-là, hein, c'est-à-dire pour déterminer votre revenu, ils vont calculer de cette manière-là, chiffre d'affaires moins abattement. Et je ventile bien les activités différentes. Autre solution, donc, c'est d'opter pour le versement libératoire, pour payer l'impôt cette fois. C'est-à-dire que dans le premier cas micro-fiscal, le résultat obtenu dans mon carré rose, le revenu généré, va être intégré au foyer fiscal pour calculer votre revenu imposable. Ensuite, vous serez imposé ou non, hein. Dans le cas du versement libératoire, vous payez l'impôt directement sur votre chiffre d'affaires, hein. Donc là, il faut faire attention parce que de ce fait, je vais payer de l'impôt systématiquement dès le premier euro encaissé. Alors, donc pour calculer donc deux solutions, faites attention, donc ce régime du micro-fiscal est bien un calcul forfaitaire. Les charges réelles, elles peuvent être plus ou moins importantes, hein, et donc de ce fait, le bénéfice réel peut être différent. Et vous êtes toujours positif en tant que micro-entrepreneur puisque c'est une soustraction. Donc, quelle que soit la réalité, on estime que vous avez fait du bénéfice, que vous soyez au-dessus ou en dessous, hein, du résultat après donc l'abattement appliqué par l'administration fiscale. Si vous êtes au-dessus, tant mieux, mais si vous êtes en dessous, il faut vous poser des questions, hein. Donc, participez bien à l'atelier élaborer mes prévisions puisque ça vous concerne, ça vous permettra de voir si l'abattement appliqué par l'administration fiscale est cohérent ou non, est juste ou non. Donc là, je vous ai mis quelques calculs. Donc, je suis commerçant, j'ai vendu 1 000 € de marchandises. Donc, socialement, je vais payer 1 000 € x 12,8 plus les 0,1 de formation professionnelle, 129 € de charges sociales à mettre de côté. Mon bénéfice fiscal en tant que commerçant sera considéré être 290 € de revenus. Oui, donc de façon, c'est simple, mais c'est arbitraire. Donc, faites attention, s'il vous reste que 100 €, eh bien, il faut se poser des questions. C'est peut-être pas le bon système, la micro-entreprise. Si vous en reste plus, à voir. Enfin, c'est pas les seuls arguments, mais ça peut être plutôt rassurant. Je suis prestataire de service, hein, donc j'ai facturé 1 000 €. Je vais donc payer donc des charges sociales à hauteur de 22 et quelques %, hein, donc avec la formation professionnelle, donc 222 ou 223 à mettre de côté. Et mon bénéfice fiscal sera égal à la moitié de ce que j'ai encaissé. Je pratique une activité libérale donc de matière grise, donc BNC. J'ai encaissé 1 000 € d'honoraires. Je paierai comme charge sociale 222 €. Mon bénéfice fiscal considéré par l'administration fiscale sera de 660 € de revenus. Hein, je vous ai mis quelques exemples. Oui, c'est simple, mais c'est forfaitaire et arbitraire. Donc, deux possibilités. Donc, pour déclarer ses revenus, soit de rester en micro-fiscal, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, l'abattement, le résultat après abattement est intégré au foyer fiscal, hein, de l'entrepreneur avec les autres revenus du foyer en prenant en compte évidemment la situation familiale, hein, donc le nombre de parts, de demi-parts. Ou alors, l'option versement libératoire, qui est une nouveauté aussi depuis 2009, comme le micro-social, où je vais payer un pourcentage de mon chiffre d'affaires pour m'acquitter de l'impôt. Alors, de nouveau, nos trois familles, et de nouveau, je vais ventiler en fonction de ce que je vends et ce que je facture. Donc, 1% du chiffre d'affaires pour les activités de vente, 1,7 pour les prestations de services commerciales et artisanales et 2,2 pour les professions libérales. Qu'est-ce que ça veut dire ce versement libératoire? Rien à voir avec le prélèvement à la source. C'est que je paye mes impôts sur du chiffre d'affaires. Si j'ai encaissé 1 000 €, je vais payer 10 € d'impôt, 1%. Hein. Si j'ai encaissé 1 000 € de prestations, je vais payer 17 € d'impôt. C'est-à-dire que je me rends imposable par le fait d'être en versement libératoire. Et cet impôt va être payé en même temps que les charges sociales. C'est-à-dire quand vous allez déclarer vos charges sociales à l'URSSAF, il y aura un pourcentage supplémentaire indiqué
pour le versement libératoire et vous paierez l'impôt et l'URSSAF donc redistribuera l'impôt auprès de l'administration fiscale. Mais attention, je me rends imposable, hein, donc faites le point, savoir si votre foyer fiscal est imposable ou pas au regard de la situation de chacun. Alors, tout le monde ne peut pas être en versement libératoire, il y a des conditions à respecter. Si, alors c'est un petit peu plus complexe, mais si votre revenu fiscal de référence de l'année -2, c'est-à-dire la dernière avis d'imposition, hein, si votre revenu est donc dépasse, hein, vous devez être dans la limite inférieure à la limite de la deuxième tranche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le barème progressif de l'impôt, vous avez différentes tranches, hein, donc jusqu'à 10 000 et quelques, jusqu'à 27 000 et quelques, etc. Donc, si votre revenu fiscal de référence dépasse les 27 794 € pour une personne célibataire, vous ne pouvez pas être en versement libératoire. Vous voyez, donc c'est le double si c'est un couple, c'est plus en prenant en compte les enfants. Donc ça, c'est pour des créations de 2021, hein, parce qu'on est toujours en décalage. Donc faites attention, si vous êtes au-delà, vous ne pouvez être qu'en microfiscal. Donc ça, si vous avez un doute, c'est des questions à poser. Pourquoi pas se rapprocher de l'administration fiscale ou prendre un rendez-vous également avec les collègues de l'accompagnement pour vérifier donc si donc vous êtes autorisé à être en versement libératoire. Mais faites attention, si je ne suis pas imposable, c'est pareil, il faut se poser la question, ce n'est pas forcément non plus un choix peut-être pertinent. Donc le côté fiscal est vraiment du cas par cas. Alors c'est pareil, je vous ai mis des exemples, hein. Si je suis commerçant, ben, mine de rien, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires, 1% de 10 000 €, c'est 100 € d'impôt. Si je suis prestataire de service, 1,7, c'est 170 € d'impôt sur 10 000. Hein, et donc, on a le même raisonnement si on est donc dans de la prestation intellectuelle. Et si on est dans des activités mixtes, eh ben, je ventile de la même manière. Si j'ai fait 10 000 € de vente et 10 000 € de service, eh ben, je vais payer d'un côté 100 € de l'autre côté 170, qui fera au total 270 € d'impôt. Hein, donc ça semble simple comme calcul, mais faites attention si votre foyer fiscal doit être, enfin, est-ce qu'il est judicieux de faire ce choix par rapport à l'imposition que ça engendre. Alors, c'est peut-être ce qui est le plus abstrait, le côté fiscal, mais c'est important quand même de le comprendre. Vous pouvez faire des simulations, hein. Alors, je ne rentrerai pas trop dans le détail des déclarations parce qu'il faudrait se poser un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, je vous invite vraiment donc à aller voir sur BPI France-Création. Vous avez une fiche qui est très, très bien faite, qui est très pédagogique sur le régime fiscal de la micro-entreprise BIC et BNC. C'est-à-dire qu'on vous explique bien les limites des seuils, on vous explique comment faire vos déclarations en fonction du choix entre microfiscal ou versement libératoire, on vous parle de la TVA. Sachez que c'est quelque chose qui n'est pas figé, ce choix entre microfiscal et versement libératoire. Pourquoi? Parce que votre foyer fiscal peut évoluer. Donc, vous pouvez très bien, d'une année sur l'autre, décider de changer de système de calcul. Hein, il suffit d'en avertir l'URSSAF et l'administration fiscale avant donc une certaine date, avant donc, je crois que c'est 1 mois avant la fin de l'année. Mais enfin, en tout cas, ça peut s'anticiper, hein, ces changements de régime. Donc, prenez le temps de la lecture, prenez le temps de poser des questions. C'est normal de ne pas tout comprendre sur la première lecture, mais en tout cas, il est important pour vous pour ne pas vous retrouver imposable alors que vous ne l'auriez peut-être pas été dans d'autres formules, hein. Donc ça, c'est important de vous positionner et de réfléchir avant l'immatriculation parce qu'une fois immatriculé, on vous demande de choisir, hein. Donc ça, soyez vigilants. Votre vie privée peut évoluer aussi. Vous vous mariez, vous vous séparez, un enfant qui arrive, un grand qui quitte le foyer fiscal. Vous voyez, tout ça peut avoir des incidences. Alors, autre obligation, vous devez payer de la CFE, hein, de la cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe au territoire. Donc, vous aurez le fait d'avoir ouvert votre compte sur l'administration fiscale, vous allez recevoir des déclarations de CFE à remplir. L'année d'installation, on n'en paye pas, hein. Donc, la première année, c'est exonéré.
On peut être aussi exonéré jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires, 5 000 euros. Mais sinon, donc, vous avez des déclarations à faire tous les ans, une fois par an. Et elle est à payer en décembre, cette CFE. Et attention, quand vous la remplissez, on vous demande votre chiffre d'affaires donc déclaré ou proratisé la première année. Et puis la surface utilisée chez vous pour l'exercice de l'activité. Donc là, encore une fois, attention, ne la remplissez pas comme ça à l'aveugle. Il y a des questions à se poser autour du fait de remplir correctement cette déclaration de CFE. Il peut y avoir des incidences. Hein. Alors, le montant de la CFE peut être variable puisqu'il il part d'un pourcentage, d'un taux que fixent les communautés de communes, hein, donc au regard des territoires. Donc voilà, je vous ai fait une petite synthèse de 2022, mais sachez que soyez à l'écoute de 2023. Il y a des choses qui peuvent changer l'année prochaine. On annonce des augmentations de seuil pour 2023, 24, 25, peut-être des changements de taux de cotisation. Après, le système ne changera pas hein, en lui-même. Il faudra simplement donc ajuster les montants de seuil et les taux peut-être. Mais en tout cas, essayez de bien définir à quelle famille d'activités vous appartenez. S'il y a de la pluriactivité, hein, c'est une nature différente, c'est important de bien les intégrer et ensuite de faire des comparaisons, hein, de faire des prévisions financières pour pouvoir comparer le régime micro avec le régime, avec d'autres formules, hein, comme on a pu le dire ce matin, peut-être être en individuel classique avec un bilan comptable. Enfin voilà, il y a des options parfois qui peuvent être tout à fait intéressantes. Le régime micro peut être très bien adapté, comme parfois, hein, il peut avoir ses limites. Donc, toujours faire du sur-mesure. Alors, autre obligation, et j'en aurai terminé, donc obligation donc de mettre un compte bancaire dédié à l'activité, d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité. Alors, on a même parlé là récemment, peut-être de vous obliger à un compte professionnel. Ce n'est pas encore tout à fait acté, mais restez à l'écoute là-dessus. Donc, c'est normal pour ne pas mélanger ce qui est perso, un flux d'argent personnel avec les flux d'argent liés à l'activité. Donc, tout ce qui rentre et ce qui sort de l'activité indépendante doit pas transiter par ce compte dédié à l'activité. Après, évidemment, c'est votre argent, vous gérez comme bon vous semble. Mais toujours, dès qu'il y a quelque chose à payer, ou de l'argent qui rentre, c'est via ce compte. Hein. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, moi, je conseille toujours que ça soit dissocié, comme ça, c'est plus clair. Pensez aux assurances. Alors, j'ai mis obligation d'avoir une responsabilité civile professionnelle et plus, j'ai mis obligation entre guillemets. Je ne peux pas vous dire que c'est obligatoire. Ça l'est dans certaines activités. Mais évidemment, c'est fortement conseillé d'être assuré. Même si vous ne faites qu'un tout petit chiffre d'affaires, vous êtes responsable de ce que vous faites hein, et de ce que vous vendez aux clients. Donc, prenez une assurance. Hein, c'est très important. Vous devenez chef d'entreprise même si c'est qu'un petit chiffre d'affaires par an. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, vous aurez donc, au moment de votre déclaration également URSSAF, il y aura une cotisation destinée aux compagnies consulaires avec des taux qui vont de 0,0 quelque chose à 0,40. Hein, ça dépend s'il y a de l'artisanat, s'il y a que du commerce. Donc, soyez pas surpris. Hein, il y a des petites taxes. Alors, les libéraux ne sont pas concernés, mais il y a des taxes qui vont partir donc vers les compagnies consulaires. Concernant la formation professionnelle, vous savez, nos 0,1, 0,2 et 0,3, faites attention si vous ne cotisez pas, donc s'il y a 0 chiffre d'affaires, vous n'aurez pas le droit, hein, vous ne pourrez pas bénéficier des droits à la formation professionnelle. Donc, il faut cotiser à minima. Voilà, autre obligation, on doit toujours déclarer. Même s'il y a un mois, vous avez fait 0 chiffre d'affaires et que vous devez déclarer par mois vos cotisations, mettez 0, hein, on met 0, sinon il y a des pénalités. Donc, toujours déclarer, même s'il y a 0 chiffre d'affaires de générer. Alors, ensuite, donc, pour sortir du régime micro, donc on en sort si on n'a pas fait de chiffre d'affaires pendant 2 ans, évidemment, 24 mois consécutifs, mais évidemment, j'espère que vous aurez pensé à vous radier avant. Hein, ne laissez pas pourrir les choses. S'il ne se passe rien, ben, je radie l'activité.
Donc, sinon, au bout de 2 ans, vous passez dans le régime traditionnel. Donc, attention, avec des cotisations sociales appelées. Si je dépasse les seuils, évidemment, je ne peux plus être en micro, mais j'évite de subir ce dépassement de seuil, je l'anticipe pour vraiment changer volontairement de fonctionnement et de régime social et fiscal. Je peux demander à me radier purement et simplement, et j'évite la dernière solution qui est surtout la liquidation judiciaire, hein. Donc surtout, ne vous retrouvez pas dans cette situation. Dès qu'il y a des difficultés, venez en parler, hein. Voilà, il ne faut pas avoir peur de parler, hein, s'il y a un souci. Voilà, en conclusion, puis après je vais regarder vos questions. Donc, je souhaite forcément, si je m'intéresse à la micro-entreprise, c'est que j'ai un souhait d'indépendance, au moins sur une partie de mon temps, hein, j'ai envie d'être indépendant pour exercer une activité. Généralement, je crée une entreprise, hein, c'est-à-dire que, où je crée mon emploi, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas en micro, hein, donc c'est toujours de la création, mais attention, ce n'est pas le seul mode de fonctionnement pour créer, bien évidemment. Mais avec ce que je vous disais tout à l'heure, cette uberisation de la société, malheureusement, parfois, ça vous permet de créer votre emploi, mais rien ne vous empêche de savoir à quoi ça vous engage, hein, et ça, c'est important d'avoir cette réflexion, hein, pour ne pas vous retrouver à ne pas être bien couvert, à ne pas gagner suffisamment bien votre vie, hein. Vous envisagez d'être seul. Alors, une question importante, c'est de vous poser la question sur la place de votre conjoint. Est-ce qu'il va participer à l'activité? Auquel cas, il faudra quand même se poser la question d'officialiser sa présence. Il existe un statut de conjoint collaborateur. Vous êtes seul, donc ça sera forcément, vous appartiendrez à la famille des entreprises individuelles. Et si je suis dans l'individuel, ben vous choisissez le chemin de l'individuel classique ou de la micro-entreprise. Et si vous décidez d'être micro-entrepreneur parce que c'est tout à fait favorable et que ça correspond à votre souhait de fonctionnement et à l'activité envisagée, donc vous serez socialement en micro-social, hein, à la sociale des indépendants, et fiscalement, il faudra bien vous positionner entre micro-fiscal ou versement libératoire avec des possibilités de changement. Voilà, en tout cas, pour vous déclarer, et avant de vous déclarer, je vous conseille surtout d'être accompagné, hein, pour bien valider vos choix et donc pour, je dirais, valider le choix du régime fiscal, et bien connaître, social et fiscal, et bien connaître, avoir de la vision sur votre activité. Et pour vous déclarer, donc, soit sur les sites officiels gratuits, hein, tout ce qui est payant, vous vous sauvez, ce sont des arnaques, attention aux arnaques, soit vous déposez vos documents, les documents CERFA administratifs complétés auprès du centre de formalité compétent au regard de votre activité, donc les différents centres de formalité, chambre de commerce, chambre de métier ou URSAF pour les professions libérales, ou alors vous prenez rendez-vous avec le centre de formalité lié à votre activité, et là, il y a généralement quelque chose de payant parce que quelqu'un le fait avec vous, mais c'est quelqu'un qui peut le faire officiellement, donc on n'est pas, voilà, dans des choses, des dérives, hein. Et donc, ce qui est nouveau aussi, alors ça, c'est peut-être à valider parce que c'est très récent, je dois faire apparaître la mention EI ou entreprise individuelle sur mes documents officiels. Donc ça, peut-être à suivre parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas encore été actées, à valider vraiment si ça concerne les micro-entrepreneurs. Mais comme vous êtes des individuels, je me suis permis de l'ajouter, hein, peut-être à valider. Voilà, donc je vais regarder vos questions. Alors, donc, alors, si je suis en situation de handicap, y a-t-il des assurances qui sont prises en charge par la GFIP? Alors, au côté assurance prise en charge par la GFIP, je ne saurais pas répondre. Par contre, je pense que un micro-entrepreneur qui s'installe, qui est demandeur d'emploi, doit pouvoir bénéficier de l'aide, de la subvention peut-être des AGFIP. Et ça, donc, il faut simplement se rapprocher des personnes qui montent les demandes de subvention AGFIP pour valider si vous avez accès à ce dispositif, hein, de subvention liée au public en situation de handicap. Donc ça, n'hésitez pas à regarder, soit sur le site lesaides.fr, soit au moment de l'accompagnement amont, hein. Donc, vous savez que vous pouvez rencontrer, hein, des partenaires pour monter votre projet. Donc, en allant sur le site de la région Chéquier Starter Hauts-de-France, vous pouvez être accompagné pour l'élaboration de votre projet, donc soit par la Chambre de commerce et industrie, Amiens-Picardie, soit par la Chambre de métier, soit par la BGE, pour bien valider, hein, si vous avez accès à ces dispositifs. Je pense que ce n'est pas lié simplement à de l'assurance, c'est une subvention qui vous permet justement de faire face
à des besoins spécifiques au regard de votre handicap. Quelle est ma famille d'activité? Alors, pour la réflexologie, vous faites partie des professions libérales non réglementées. Donc, quand vous relirez ou vous réécouterez le webinaire ou si vous lisez de la documentation sur la micro-entreprise, il faut toujours vous référer aux prestations de services intellectuels, profession libérale, BNC, bénéfice non commercial. Hein, vous lirez spécial BNC. Vous serez donc affilié à la Sécurité sociale des indépendants. Je pense plutôt que la caisse retraite spécifique des libéraux à la CIPAV. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est l'URSSAF qui collecte à 100%. De toute façon, vous inquiétez pas. Quand vous allez vous déclarer, le code APE va vous déterminer. L'INSEE qui délivre le code d'activité principale fera que vous saurez très vite hein, si vous êtes à 100% Sécurité sociale des indépendants ou s'il y a une partie retraite spécifique aux libéraux. En tout cas, retenez bien que vous êtes bien une activité libérale en tant que réflexologue. Hein. Pour le CFE, comment se calcule-t-il? Ah, pour la CFE, alors, la CFE, même si vous travaillez dans plusieurs communes, la cotisation foncière des entreprises va dépendre de l'adresse où vous allez domicilier l'activité. Donc, si vous domiciliez l'activité chez vous, parce qu'il faut bien donner un siège, hein, une domiciliation à l'entreprise, quel que soit où vous travaillez, la CFE dépendra de votre adresse donnée pour l'immatriculation. Hein, donc, il y a des gens effectivement qui ont des activités sédentaires qui se passent au même endroit, donc là, tout est lié. Mais si je suis prestataire de service, je vais travailler un petit peu partout, effectivement, même hors du département, si je le souhaite, ou s'il y a des clients le demandent et que c'est intéressant, et ça sera toujours donc lié à l'adresse que vous avez donnée au moment de votre déclaration. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vais arrêter le partage. Je pense que vous m'entendez encore. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, sachez que vous pouvez être accompagné en amont. Profitez des autres webinaires, hein, puisqu'il y a les autres webinaires vont vous permettre de compléter votre réflexion, de voir les autres options possibles et de les comparer avec la micro-entreprise. Alors, attendez, je regarde. Alors, ça, est-ce que vous pouvez faire des opérations d'import en tant que non-résident en France? Si vous n'êtes pas résident en France, je pense que vous ne pouvez pas être micro-entrepreneur, puisqu'il vous faudra, alors si vous êtes de nationalité étrangère, faites attention, il vous faut quand même une carte de résident vous permettant d'exercer toute activité. Si vous pouvez exercer toute activité, là, vous pourriez donc mettre en place des activités d'importation, hein, quel que soit le choix de fonctionnement choisi. Après, il y a des histoires peut-être à vous rapprocher des impôts pour les histoires de TVA intracommunautaire. Hein, donc, un micro-entrepreneur peut quand même avoir ce numéro. Donc ça, il faut vous rapprocher des services liés aux douanes, hein, aux services fiscaux pour ces aspects TVA intracommunautaire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, profitez, hein, donc pour profiter de suivre les autres ateliers. N'hésitez pas donc à revenir, donc à réécouter ce webinaire. Sachez que donc à la Chambre de commerce Amiens-Picardie, on a un atelier sur la micro-entreprise à peu près tous les 15 jours. Hein, bon, là, sauf pendant le mois. Donc, si vous avez besoin donc, de réécouter, et cet atelier est un petit peu plus long ou d'être accompagné, la Chambre de métier a aussi une formation pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Donc, ne restez pas seul. Hein, c'est important. Vous voyez, sous un régime qui paraît simple, il a quand même des incidences et des côtés assez complexes, hein, surtout sur les aspects calcul. Donc, moi, j'invite toujours à faire un plan d'affaires, même si le projet est de petite taille, pour pouvoir valider que c'est le bon choix et puis avoir des objectifs et se dire, voilà, j'ai pensé à tout, tout est pertinent.
Et parfois, de ce fait, on peut s'apercevoir qu'il y a d'autres modes de fonctionnement qui pourraient peut-être être plus logiques ou mieux adaptés au projet. N'ayez pas peur des autres formules, hein. Donc, et puis, on peut évoluer, on peut changer, bien évidemment, comme pour ceux qui ont assisté ce matin, l'a bien dit Monsieur Noulez, expert comptable, rien n'est figé. Il faut simplement vous dire que pour changer les choses, il y a toujours des dates à respecter, hein. Donc, on ne change pas à n'importe quel moment de l'année. Par contre, enregistrez bien, hein, les entrées, les sorties. Vous verrez dans l'atelier sur les prévisions financières, quand on parle du plan de trésorerie, c'est un outil très intéressant, c'est les flux d'argent. Donc ça rentre, ça sort et je sais ce qui me reste. Et je sais si ce régime finalement correspond à la réalité, hein, de mon activité et de ce qu'elle génère en rentabilité, en revenus, hein. Donc surtout, voilà, soyez prudents. C'est un régime qui est tout à fait adapté dans certains cas, mais qu'il faut quand même essayer de comprendre dans sa globalité. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je crois on doit être juste à l'heure, hein. En tout cas, je remercie les participants. N'oubliez pas qu'il y a également des ateliers en présentiel, hein. Donc, regardez bien sur la page Facebook ou en allant sur notre site, donc www.franceactive-picardie.org, hein. Donc, demain, il y a un atelier sur l'ouest du département où on vous parlera donc en présentiel des aides, hein, du territoire des villes sœurs. Donc, mercredi, on se retrouvera pour l'étude de marché en webinaire. Sur le Ponthieu-Marcanterre, il y a également un atelier en présentiel, donc qui vous parle de toutes les, je dirais, l'attractivité de ce territoire, hein, tout ce qui est donc son potentiel, hein. Et ensuite, on se retrouvera donc la semaine prochaine avec d'autres webinaires et d'autres ateliers en présentiel. Merci à vous et donc rendez-vous mercredi pour ceux qui sont intéressés par l'étude de marché, voilà tout ce à quoi il faut penser pour son positionnement commercial et intégrer un environnement commercial. Bonne fin de journée à tous, au revoir.